« 23 février 1958, La Havane, il est 20h30. Dans le hall de l'hôtel Lincoln, un homme de 47 ans s'apprête à vivre l'une des nuits les plus étranges de sa vie. Demain, il doit participer à la 2e édition du Grand Prix de Cuba, devant pas moins de 150 000 personnes, mais les événements vont prendre une tournure pour le moins inattendue. Oscar Lucero Moya, jeune étudiant en droit, s'approche, un revolver calibre 45 à la main. « Venez avec nous, champion, nous ne vous ferons aucun mal. » L'Argentin croit d'abord à une blague de la part de son management, mais l'homme au pistolet ajoute, la main tremblante, « Si vous bougez, il y a 4 mitrailleuses pointées sur vous. » En quelques secondes, le pilote, quintuple champion du monde de Formule 1, disparaît dans les rues bondées de la capitale cubaine à bord d'une voiture noire. Et dans quelques heures, le monde entier va se demander « Mais où est donc passé Juan Manuel Fangio ?» Pit Stop, saison 1, épisode 2, ça commence maintenant. Juan Manuel Fangio est né le jour de la Saint-Jean, le 24 juin 1911, à Balcarce, une petite ville de la province de Buenos Aires, en Argentine, une ville réputée pour ses pommes de terre. Il est le 4e de 6 enfants dans une famille d'immigrés italiens plutôt modeste. Son père, Loreto Fangio, est maçon, tandis que sa mère, Herminia de Ramo, tient la maison d'une main ferme. Balcarce, c'est la campagne argentine, la pampa qui s'étend à perte de vue. Et pour le jeune Juan Manuel, pas question de faire de longues études. À 11 ans, il quitte l'école pour aider sa famille et devient apprenti mécanicien dans un garage local. C'est là, les mains dans le cambouis, qu'il développe cette compréhension intime des moteurs qui fera sa force plus tard. Mais Fangio, ce n'est pas juste un mécanicien parmi tant d'autres, non, il a un don, il comprend ce qui se passe dans un moteur rien qu'en l'écoutant. Et surtout, il a cette passion dévorante pour les voitures et aussi pour la vitesse. Et cela aux grandes dames de ses parents qui auraient préféré le voir continuer à jouer au football et prendre la suite de son père dans la maçonnerie. Dans les années 1930, l'Argentine vit au rythme des courses automobiles, les courses de Turismo Carretera, des épopées disputées sur des milliers de kilomètres à travers des routes en terre qui captivent le pays. Fangio regarde, observe et rêve d'un jour y participer. À 23 ans, c'est chose faite. Il dispute sa première course au volant d'une Ford A de 1929 modifiée. Tout d'abord comme copilote de Luis Finocchietti. Pendant 10 ans, Fangio va courir dans son pays, en Argentine. Il gagne, encore et encore, se forgeant une réputation de pilote rapide, mais surtout de pilote intelligent, capable de gérer sa mécanique sur de longues distances. C'est pendant cette période qu'il développe son style unique, fluide, sans gestes brusques, économe de sa mécanique. Là où d'autres pilotes martyrisent leur voiture, Fangio, lui, danse avec les siennes. Il comprend qu'en course, terminer, c'est déjà gagner la moitié de la bataille. En 1940, il remporte le Grand Premio del Norte au volant d'une Chevrolet offerte par les habitants de Balcarce en parcourant près de 10 000 km en une semaine entre Buenos Aires et Lima, au Pérou, et cela à la moyenne record pour l'époque de 125 km/h. Et le tout, dans des conditions qu'on imagine mal aujourd'hui. Cette victoire, elle confirme son statut de meilleur pilote argentin de l'époque. Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et le sport automobile s'arrête. Pendant la guerre, Fangio, lui, continue à travailler comme mécanicien. Il parcourt le sud du pays jusqu'en Patagonie pour acheter des camions. Et cela uniquement pour récupérer les pneus qui manquaient alors à l'époque. Et puis après la guerre, il refait la route
pour revendre les mêmes camions qu'il avait achetés quelques années auparavant. À la fin de la guerre, il ouvre son propre garage à Balcarce et ce n'est qu'en 1947 qu'il reprend la compétition. Il dispute alors plusieurs courses qui vont changer sa vie. En 1948, l'Argentine est dirigée par Juan Perón. Perón qui comprend l'intérêt politique du sport automobile. Le régime péroniste finance alors une délégation de pilotes argentins pour aller courir en Europe. Fangio en fait partie, aux côtés d'autres pilotes comme Froilan González ou Oscar Gálvez. À 37 ans, Juan Manuel Fangio débarque donc sur le vieux continent et y découvre un monde nouveau. Les circuits européens, pavés et rapides, n'ont en effet absolument rien à voir avec les pistes en terre d'Amérique du Sud, mais comme souvent, Fangio s'adapte. Sa première course, à Reims, en France, est un électrochoc. Il termine 6e, mais impressionne surtout par sa régularité et par son intelligence tactique. Les observateurs européens commencent à parler de cet Argentin au style si particulier, à la conduite si douce. Fangio dispute plusieurs courses en 48 et 49, il gagne à Pau, à Albi ou encore à Perpignan, de quoi attirer l'attention d'Alfa Romeo. Le championnat du monde de Formule 1 est créé en 1950 et c'est une petite révolution. En effet, pour la première fois, un titre mondial officiel sera décerné aux meilleurs pilotes de la planète. La première saison comprend 7 courses, dont les 500 miles d'Indianapolis. Fangio signe avec Alfa Romeo, l'équipe dominante avec ses magnifiques Alfetta 158. Ses coéquipiers s'appellent Giuseppe Farina et Luigi Fagioli, deux pilotes italiens expérimentés. La hiérarchie semble alors établie, Fangio est le troisième homme. Troisième, ce sera sa position sur la grille à Silverstone. Il doit abandonner le lendemain sur problème mécanique, mais il remporte ensuite 3 victoires cette saison-là, à Monaco, en Belgique et en France. Finalement, c'est Farina qui devient le tout premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1, avec 30 points contre 27 pour Fangio. Mais tout le monde a compris, l'Argentin va dominer ce sport. 1951, Fangio ne laisse aucune chance à ses adversaires. Au volant de l'Alfa Romeo 159, évolution de l'Alfetta, il remporte 3 des 7 courses, mais surtout, il affiche une régularité impressionnante. Il devient champion du monde pour la première fois à 40 ans, un âge considéré comme plutôt vénérable en sport automobile. Son style fait l'unanimité. Fangio ne pilote pas, il caresse la voiture. Ses trajectoires sont parfaites, ses freinages millimétrés, ses accélérations progressives. Il ne commet pratiquement jamais d'erreur et surtout, il possède cette capacité à gérer une course sur la distance, à préserver sa mécanique tout en restant rapide. 1952 marque un tournant suite au retrait d'Alfa Romeo. Le plateau de la F1 se réduit et il est alors décidé d'ouvrir la compétition aux Formule 2, histoire de garnir un petit peu les rangs. Et Ferrari domine avec ses voitures surpuissantes, tandis que Fangio, lui, court pour Maserati, une écurie moins compétitive. Mais la saison 52 est surtout marquée par le drame de Monza, lors d'une course hors championnat, où, fatigué, Fangio est victime d'un terrible accident. Sa Maserati sort de la piste et percute violemment les protections. À l'hôpital, le diagnostic tombe, fracture des vertèbres cervicales. Les médecins sont formels, sa carrière est terminée. Il s'agit là du deuxième gros accident de sa carrière, après celui survenu durant la course entre Buenos Aires et Caracas au Venezuela. Là encore, c'est la fatigue qui va pousser Fangio à la faute. Dans une étape disputée de nuit, il perd le contrôle de sa voiture, part en tonneau. Son coéquipier, Daniel Urrutia, est éjecté et perd la vie. Cet accident aurait pu mettre lui aussi un terme à la carrière de Fangio, anéanti par la perte de son ami. Mais Juan Manuel Fangio a toujours eu une force mentale hors du commun. 6 mois après son accident, et contre l'avis de nombreux médecins, il remonte dans une voiture. 1953 est une année de transition. Ascari domine encore,
Mais Fangio revient progressivement à son meilleur niveau jusqu'à gagner lors de la dernière manche, en Italie. Tout un symbole. Et puis vient 1954. Fangio rejoint une écurie qui va révolutionner la Formule 1, Mercedes. L'arrivée de Mercedes en Formule 1 marque le début d'une ère de domination technique et avec Fangio aux commandes, l'équipe devient tout simplement imbattable. 1954, deuxième titre mondial, 1955, troisième sacre, la Mercedes W196 et Fangio forment le duo parfait. El Maestro, comme on le surnomme désormais, enchaîne les victoires avec une facilité déconcertante. Il gagne en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Italie. Le Grand Prix disputé à Aintree illustre bien le tempérament de Fangio. Double champion du monde, il s'élance derrière son équipier, de 18 ans son cadet, Stirling Moss. Toute l'épreuve, les deux hommes roulent en tandem jusqu'au drapeau à damier. Moss remporte ainsi son tout premier Grand Prix, mais quelque chose le chiffonne. Sur le podium, il demande alors à Fangio « M'as-tu laissé gagner ?» L'Argentin répond simplement par la négative, une version qu'il maintiendra jusqu'à la fin de sa vie. 1955, c'est aussi le drame des 24 heures du Mans. Une Mercedes, pilotée par Pierre Levègue, percute les tribunes, tuant alors plus de 80 spectateurs. Il s'agit de la pire catastrophe de l'histoire du sport automobile, à tel point que Mercedes, bouleversée, décide de se retirer de la compétition en fin d'année. Et il faudra attendre 55 ans avant que la marque à l'étoile ne revienne officiellement en catégorie reine. Fangio doit lui rebondir. Il pense d'abord à raccrocher le casque, mais la situation politique de son pays va le pousser à postposer sa retraite. En effet, la chute du régime de Perón provoque le gel de ses avoirs et à 45 ans, il signe alors avec Ferrari pour la saison 56. Certains pensent qu'il est trop vieux, que son heure est passée, eh bien il se trompe lourdement. C'est dans ce contexte qu'a lieu un autre geste fort de l'histoire du sport automobile. Lors du Grand Prix d'Italie à Monza, Peter Collins, jeune pilote britannique et coéquipier de Fangio, a encore une chance de devenir champion du monde. Lorsque Fangio abandonne sur problème mécanique, Collins rentre au stand, descend de sa voiture et lui tend le volant, lui offrant sa monoplace et avec elle son espoir de titre. « Il le mérite plus que moi », dira-t-il simplement. Et grâce à cet acte d'une élégance rare, eh bien Fangio décroche bel et bien sa 4e couronne mondiale. Collins lui pense avoir d'autres occasions de s'imposer. Ironie du sort, il perdra la vie 2 ans plus tard sur le tracé Nürburgring sans couronne. Mais malgré les victoires, Fangio n'est pas à l'aise chez Ferrari. Au fil de la saison, les tensions grandissent avec Ferrari. Enzo, le patriarche italien, n'aimant pas qu'un pilote brille plus que sa marque. Fangio quitte donc Ferrari dès la fin de la saison pour retourner chez Maserati, retrouvant un environnement plus humain et une voiture taillée pour lui. À 46 ans, il veut prouver une dernière fois qu'il reste le meilleur et il va le faire de la manière la plus spectaculaire possible. La saison commence bien, avec des victoires chez lui en Argentine, à Monaco, mais aussi en France. Mais c'est surtout en Allemagne, sur le mythique Nürburgring, qu'il va signer ce qui est unanimement considéré comme sa plus grande course. Le Nürburgring, c'est 22 km de circuit à travers la forêt de l'Eifel, plus de 170 virages, des bosses, des sauts, des passages en aveugle, un monstre absolu que les pilotes surnomment l'enfer vert. La course fait 22 tours, soit près de 500 km. La stratégie de Maserati est risquée. Fangio part avec un demi-plein pour être plus léger, ce qui l'oblige à un ravitaillement, pneus et essence. En face, les Ferrari de Mike Hawthorne et Peter Collins, plus économes, prévoient de faire toute la course sans s'arrêter. Mais l'arrêt de Fangio va tourner au cauchemar. Un problème avec une roue lui fait perdre près d'1 minute. Il repart en piste avec 48 secondes de retard sur les 2 Ferrari, et sur n'importe quel autre circuit, la course serait perdue. Sauf que Fangio n'est pas n'importe quel pilote, et après avoir fait mine de ralentir le rythme pour leurrer les Ferrari, il hausse le ton.
Tour après tour, il attaque comme jamais il ne l'avait fait de sa carrière. Lui qui conduisait toujours en douceur, en préservant sa mécanique, oublie alors toute prudence. Il pousse sa Maserati 250F au-delà des limites, au-delà de ses propres limites. Les temps autour s'effondrent, il établit le record du circuit, puis le bat encore, 8 fois d'affilée. Si bien qu'au 20e tour, il est revenu sur les Ferrari qu'il dépose au passage suivant pour s'imposer. Quand il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, 3 secondes 6 devant Hawthorne, le public est en transe. Fangio lui descend de sa voiture, blanc comme un linge, il vient de repousser les frontières du possible. Après la course, il confiera à Bernard Caillé, célèbre photographe, venu lui rendre visite à son hôtel. « J'ai eu peur. Je n'avais jamais conduit comme cela de ma vie, et jamais je ne le referai. Ce sera d'ailleurs sa dernière victoire. » Ce 5e titre mondial fait de lui le pilote le plus titré de l'histoire, un record qu'il gardera pendant 45 ans, jusqu'au Grand Prix de France 2002, remporté par Michael Schumacher au terme d'un autre coup de poker stratégique. Mais revenons maintenant à La Havane, en février 1958. Vous vous souvenez? L'hôtel Lincoln, le revolver, la disparition mystérieuse. Juan Manuel Fangio vient d'être enlevé par un membre du mouvement du 26 juillet de Fidel Castro. En pleine révolution cubaine, les rebelles ont décidé de kidnapper le plus grand pilote du monde pour attirer l'attention internationale sur leur cause. Le Grand Prix de Cuba, organisé le lendemain par le régime de Batista, est une pure opération de propagande. Pendant 28 heures, Fangio est promené de planque en planque, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il n'est jamais maltraité. Ses ravisseurs le traitent avec respect, presque avec déférence. Ils lui expliquent leur lutte, leurs idéaux, la situation du peuple cubain sous la dictature de Batista. Le pilote, avec son pragmatisme habituel, comprend qu'il n'est alors qu'un pion dans une partie qui le dépasse complètement. Il ne panique pas, discute même avec ses ravisseurs, écoute leurs histoires, et pendant ce temps, le monde entier retient son souffle. Où est Fangio? Est-il en danger? La course peut-elle avoir lieu? Le Grand Prix se disputera quand même dans une atmosphère plutôt tendue, mais cette course va tourner au drame. Un grave accident va causer la mort de 7 spectateurs. L'épreuve sera alors immédiatement interrompue et Stirling Moss, qui menait au moment de l'arrêt de la course, est déclaré vainqueur. Mais personne ne célèbre vraiment cette victoire tragique, tout le monde ne pense qu'à Fangio et aux victimes. Finalement, le pilote est libéré dans une ambassade, sain et sauf. Lors de la conférence de presse qui s'ensuit, il surprend tout le monde par sa réaction, déclarant que les révolutionnaires se sont très bien comportés avec lui et que si les Cubains souffrent, comme ils le disent, alors ils ont raison de se battre. Cette élégance, sous la pression, cette capacité à voir au-delà de sa propre situation, résume parfaitement l'homme qu'était Fangio. Son dernier Grand Prix aura lieu à Reims, en France, le 6 juillet 1958. Le circuit où il avait fait ses débuts européens 10 ans plus tôt. Fangio termine 4e, sans éclat, luttant avec une Maserati qui n'est plus vraiment compétitive. Dans le dernier tour, il perd même sa concentration, part en tête à queue. Mike Hawthorne, qui mène alors la course largement, revient sur lui pour le doubler. Mais l'Anglais ralentit, reste délibérément dans son sillage, comme pour escorter le maestro une dernière fois jusqu'à la ligne d'arrivée. Après la course, interrogé sur ce geste, il répondra simplement « On ne prend pas un tour » à Juan Manuel Fangio. Cette phrase résume à elle seule tout le respect que Fangio inspirait à ses rivaux. Quelques semaines plus tard, il annonce sa retraite sportive, une sortie sobre, à l'image de l'homme. Il retourne alors en Argentine, dans sa ville de Balcarce, où il ouvre une concession Mercedes-Benz. Le bilan de sa carrière est vertigineux. 5 titres mondiaux, 24 victoires en 51 courses, soit un taux de réussite de 47%. Aucun pilote dans l'histoire n'a fait mieux sur l'ensemble de sa carrière, sa moyenne de podium, elle, dépassant les 60%. Mais au-delà des statistiques, c'est l'impact de Fangio sur le sport automobile qui reste colossal.
Il a inventé une façon de piloter élégante et efficace. Il a montré qu'on pouvait gagner avec intelligence plutôt qu'avec brutalité. Stirling Moss, son grand rival des années 50, dira de lui « C'était le meilleur, il y avait Fangio et puis il y avait nous, les autres ». L'Anglais restera d'ailleurs persuadé jusqu'à sa mort que Fangio l'avait laissé gagner ce dimanche de juillet 55. Même Enzo Ferrari, pourtant plutôt avare de compliments, dira de lui qu'il était spécial. Fangio a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans, décédant le 17 juillet 1995 d'une maladie rénale. Jusqu'à la fin, il est resté proche du sport automobile, conseillant Mercedes, assistant à des grands prix, transmettant son savoir aux jeunes pilotes et retournant régulièrement dans le petit village de Gagliate, près de Milan, là où tout avait commencé en 1948. Juan Manuel Fangio n'était pas juste un grand pilote, c'était un phénomène unique, un homme qui a transcendé son sport. Né dans une petite ville d'Argentine, issu d'une famille modeste, il a conquis le monde et cela sans jamais perdre son humilité. À une époque où la Formule 1 était mortellement dangereuse, en effet plus d'un pilote par an mourait en moyenne, Fangio a survécu par son talent mais aussi par son intelligence. Il savait quand pousser, quand attaquer, quand lever le pied, il comprenait que la vraie vitesse n'est pas dans la brutalité mais dans la précision. Son chef-d'œuvre du Nürburgring en 1957 reste près de 70 ans plus tard une course de référence pour les passionnés, une performance qui symbolise ce qu'un grand pilote peut accomplir quand il repousse toutes ses limites. Juan Manuel Fangio n'était pas seulement le plus grand pilote de son époque. Plus de 70 ans après sa dernière course, de nombreux experts le considèrent encore comme le plus grand de tous les temps. Mais une dernière anecdote résume à elle seule l'empreinte de Fangio sur le sport automobile, mais aussi au-delà. Nous sommes au début des années 80. Même s'il a déjà remporté quelques grands prix, Alain Prost est un tout jeune pilote de F1 lorsqu'il se rend à Saint-Chamond à un rythme quelque peu trop soutenu pour son épouse qui lui lance alors « Tu te prends pour Fangio ?» C'était Pit Stop saison 1, épisode 2, consacré à Juan Manuel Fangio. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à liker, à laisser un commentaire, à le partager. Bref, vous connaissez la musique. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.